Bonjour à tous, bienvenue à Couleur de Chenou. Aujourd'hui, nous nous intéressons au statut du commerçant. Nous parlerons des conditions pour avoir la qualité de commerçant. Nous parlerons aussi des conditions d'exercice de la profession commerciale. Nous parlerons également des obligations du commerçant et de bien d'autres choses. Ce sera une très belle émission. Notre invitée du jour est Madame Diane Ziri, elle est juriste formateur et ce sera dans la première rubrique de cette émission, Savoir pour comprendre. Dans la seconde rubrique que vous connaissez, que vous aimez, nous retrouverons les meilleurs humoristes de chez nous. Ce sera dans Hier Echo. Chris Larsen réalise cette émission. Merci à toute l'équipe de production qui est là au grand complet. Vous également, vous êtes là. On va vous permettre de vous installer confortablement avec cette plage musicale et on se retrouve juste après. Bienvenue à Couleur de Chenou. Merci beaucoup, très belle chanson, très originale, merci à Larsen. Alors, nous, on va démarrer tout de suite maintenant notre première rubrique. Nous parlons du statut du commerçant, c'est le thème. Et on démarre juste après le jingle.
Nous sommes bien partis pour tout savoir sur le commerçant. Et je rappelle que notre invitée du jour est Madame Diane Ziri. Elle est juriste formateur. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de Couleurs de Chenou. Merci. Vous allez bien? Je vais bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le thème, il est très intéressant et très vaste en même temps. Oui. Alors, on va commencer tout de suite. La première question qui vient à l'esprit, on parle du statut du commerçant, c'est vrai, mais déjà, qui est le commerçant? D'accord, merci madame. On pourrait définir le commerçant comme étant celui, c'est-à-dire une personne qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession. Et quand on parle de personnes physiques ou morales, ça inclut les individus comme vous et moi, mais en plus de cela, les entreprises, notamment les sociétés commerciales qui peuvent avoir ce caractère de commerçant. C'est-à-dire les individus et les entreprises peuvent exercer l'activité commerciale. Et donc voilà la petite définition qu'on pourrait donner du commerçant. D'accord. Alors, quelles sont les conditions pour avoir la qualité de commerçant? Il en existe plusieurs en ce qui concerne les conditions, mais trois conditions peuvent retenir notre attention. D'accord. Voilà, notamment la première condition, c'est l'accomplissement d'actes de commerce par nature. L'accomplissement d'actes de commerce par nature. On sait déjà ce qu'on peut entendre par accomplissement, mais ce qui est plus difficile à comprendre, c'est un acte de commerce par nature. Qu'est-ce qu'un acte de commerce par nature? Et donc, l'acte de commerce par nature peut être défini même au terme de l'article 3 de l'AUDCG. On entend acte uniforme portant droit commercial général comme étant celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète, voilà, ou par lequel elle fournit des prestations de services dans l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Et donc, voilà la définition qu'on pourrait donner de l'acte de commerce par nature. Il faut savoir que quand on parle d'acte de commerce par nature, c'est un ensemble d'opérations qui est accompli par les individus ou bien les entreprises dont j'ai parlé tout à l'heure. Et plusieurs opérations ont le caractère d'acte de commerce par nature, notamment l'achat de biens meubles ou immeubles en vue de leur revente, les opérations de manufacture, la location de biens meubles ou immeubles. Mais il faudrait que ces opérations-là soient faites de façon habituelle. Et c'est ce qu'on pourrait dire relativement à la première condition sur l'accomplissement d'un acte de commerce par nature. On a également la deuxième condition qui est l'accomplissement d'acte de commerce à titre de profession. Oui, voilà. Il s'agit toujours de l'acte de commerce par nature. Donc, il faut faire de l'accomplissement d'acte de commerce par nature sa profession. Entendant par profession le fait que quelqu'un fasse une activité de façon répétée. Et c'est sur le fait qu'il fasse cette activité de façon répétée ou bien habituelle qui donne le caractère de profession. Et donc, il faudrait que, je donne un exemple, un individu qui se lève le matin et qui va à son lieu de commerce pour revenir le soir et qui fait cela tous les jours de la semaine pourrait répondre à ce deuxième élément qui est la deuxième condition. Voilà, c'est à titre de profession. Et donc, il en fait une activité habituelle. Voilà ce qu'on pourrait dire relativement à la deuxième condition. Ensuite, la troisième condition de l'exercice de la profession commerciale à titre indépendant. À titre indépendant. Son propre compte. Voilà. En fait, quand on parle d'indépendance, c'est le fait que quelqu'un travaille à son propre compte, c'est-à-dire pour lui-même. Il n'a pas de patron, c'est lui son patron. Et donc, voilà, c'est la troisième condition. Il faut faire de l'exercice de cette activité-là sa profession, mais également à titre indépendant, ce qui exclut une certaine catégorie de personnes. Notamment, les salariés d'un commerçant n'ont pas la qualité de commerçant, puisqu'ils sont sous la hiérarchie d'un autre individu. Ah, d'accord. Voilà. Et en plus de ces salariés, il y a les commissionnaires, c'est-à-dire des mandataires à qui on confie certaines tâches qui sont également sous la hiérarchie ou bien sous l'autorité d'un autre individu. Et donc, ces différents types de personnes sont exclus du fait qu'on puisse leur donner la qualité de commerçant parce qu'ils ne travaillent pas à leur propre compte. Et donc, la troisième condition, c'est obligatoirement l'exercice de cette activité-là
de façon indépendante. Voilà. D'accord. Alors, le commerçant est celui qui exerce une activité en son nom et pour son propre compte. Et pour son propre compte. Donc, par conséquent, il existe une certaine catégorie de travailleurs qui sont exclus de ce qualificatif. Oui. Donc, on pourrait les citer. Oui, c'est de cela que j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire les salariés, les salariés. Les salariés du commerçant et les mandataires, c'est-à-dire des personnes donc, à qui on donne mandat voilà, d'aller opérer certaines activités. Exemple pratique? Les commissionnaires. On pourrait parler plus précisément des intermédiaires de commerce, notamment les commissionnaires, les courtiers, je dis bien courtiers et non pas coursiers, les courtiers et les agents de commerce. Voilà, pour donner la définition du commissionnaire, le commissionnaire c'est quelqu'un qui travaille au nom, même pour le compte d'une autre personne qui est le commettant. Le commettant, on pourrait dire que le commettant, c'est le patron du commissionnaire. Et donc, le commettant donne mandat au commissionnaire d'aller peut-être établir un acte juridique en son nom, mais pour le compte, voilà, pour son compte. Et donc, voilà, c'est ce genre de personnes-là qu'on pourrait inclure dans la qualité de mandataire, notamment le commissionnaire. Et en plus de cela, le courtier. Le courtier, c'est un intermédiaire de commerce voilà, qui est chargé de mettre en relation deux personnes en vue de les voir conclure un contrat. Et enfin, les agents commerciaux ou bien les agents de commerce, qu'on pourrait dire, qui sont entre la population et l'entreprise, l'entreprise commerciale qui est habilitée à sa fonction, pardon. C'est-à-dire, l'agent de commerce, il est là, il fait la publicité de l'entreprise en question en vue de vendre les produits de la dite entreprise. Alors, toutes ces personnes ne sont pas des commerçants. Ne sont pas des commerçants. Alors, Madame Ziri, Diane, vous savez que vous avez vos thèmes très juridiques à vous. Oui, effectivement. Donc, on va simplifier un peu les choses pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc, pour résumer, vous voulez dire que celui qui tient l'activité, l'activité en son nom, c'est lui qui est le commerçant. Tous ceux qui travaillent avec lui, les salariés, les courtiers, tout ce que vous venez de citer, ils ne sont pas commerçants. Ils n'ont pas la qualité de commerçant. Ils n'ont pas la qualité de commerçant. Voilà. D'accord. Et donc, il faut résumer que pour avoir la qualité de commerçant, il faut respecter les trois conditions que je rappelle, de l'accomplissement d'actes de commerce par nature, de l'accomplissement d'actes de commerce à titre de profession, et puis de l'exercice de la profession commerciale à titre indépendant pour son propre compte, en parenthèse. Voilà, voici les trois conditions qui sont prévues par l'acte uniforme portant droit commercial général. D'accord. On va également parler de la distinction commerçant-artisan. Oui. Le commerçant, on a donné la définition du commerçant tout à l'heure. Et contrairement au commerçant, l'artisan, c'est celui qui fait son travail manuellement. C'est-à-dire, le travail de l'artisan est fait essentiellement à la main. D'où l'expression manuelle. Et en fait, les critères qui déterminent l'artisan sont différents. L'artisan, il produit un objet pour... Oui, il produit. Il est commerçant. Oui, même quand il vend ses produits, la vente de ses produits ne fait pas de lui un commerçant. Il y a des critères qui sont déterminés par, comme je le disais tout à l'heure, par l'acte uniforme, puisque c'est cette loi-là qui régit le droit commercial en Afrique, en parlant du traité de l'OHADA. Et donc, le traité de l'OHADA, notamment l'acte uniforme portant droit commercial général, détermine les différents critères pour que quelqu'un puisse avoir la qualité d'artisan. Et vous allez voir que ces critères ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a donnés tout à l'heure relativement aux conditions pour avoir la qualité de commerçant. D'abord, le premier critère qui détermine un artisan, c'est que son travail est essentiellement fait à la main, ce qui n'est pas le cas du commerçant qui peut utiliser du matériel sophistiqué, notamment des machines. Il peut travailler en industrie. Notamment, tout à l'heure également, nous avons parlé des opérations d'actes de commerce par nature, notamment les activités de manufacture ou bien les opérations de manufacture. Quand on parle de manufacture, cette opération-là a le caractère d'acte de commerce par nature, alors qu'on sait que les activités de manufacture utilisent du matériel sophistiqué, c'est-à-dire
en industrie, en atelier, etc. Oui. Ce qui n'est pas le cas de l'artisan qui, lui, travaille essentiellement à la main. Donc, un artisan n'est pas forcément commerçant. Un artisan n'est pas un commerçant. L'artisan, on pourrait donner le cas du potier, ou bien le sculpteur, ou bien le garagiste, encore le menuisier, qui travaille. Quand je parle du fait que l'artisan travaille essentiellement à la main, cela signifie que les 90% de son travail sont faits à la main. Voilà, ce qui n'est pas déjà le cas du commerçant. Ensuite, le deuxième critère, c'est que l'artisan ne doit pas utiliser, puisque c'est un critère de détermination. Il n'utilise donc pas du matériel sophistiqué et son stock de production ne doit pas être, en tout cas en nombre important. Voilà, merci pour le mot. Ne doit pas être en nombre important. Et tout ça, c'est prévu. Cela signifie que si jamais un individu qui a la qualité d'artisan ne respecte pas ces critères, qui a un stock important de production ou bien de produits, il perd carrément la qualité d'artisan et obligatoirement il devient commerçant. Donc tout ce qui s'applique aux commerçants s'applique à lui, voilà, et parce qu'il bénéficie d'un statut particulier, voilà, en tant qu'artisan. En tant qu'artisan. D'accord. Et le dernier critère qui détermine l'artisan, c'est que l'artisan ne doit pas utiliser plus de 10 salariés. Ce qui n'est pas le cas des sociétés commerciales qui utilisent plus de 10 employés. Voilà, dans une structure, on peut voir. Voilà. Et donc, voilà les critères qui pourraient déterminer l'artisan. D'où la distinction entre l'artisan et le commerçant. Voilà. On espère que nos amis ont bien compris, voilà, la distinction entre le commerçant et l'artisan. On va parler des conditions d'exercice de la profession commerciale. Alors, pour exercer la profession commerciale, le candidat à la profession commerciale doit d'une part avoir la capacité commerciale et d'autre part satisfaire à d'autres conditions. Ça c'est ce que vous dites. Alors, donne-nous les détails, quelles sont ces conditions-là? Donc, généralement, quand on parle de critères relatifs aux conditions d'exercice de la profession commerciale, c'est la capacité. En droit, on parle de capacité juridique ou bien de capacité d'exercice. La capacité touche deux éléments de notre personne, notamment l'âge et puis les facultés mentales ou bien intellectuelles. Ce qui va exclure une certaine catégorie de personnes, notamment les mineurs. Les mineurs et les majeurs incapables. C'est qui est mineur? Le mineur, c'est un individu qui n'a pas 21 ans révolus. Et le majeur incapable, c'est quelqu'un qui a la majorité, mais qui est mentalement affecté. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales, il n'a pas toutes ses facultés psychologiques. Nous sommes au niveau des conditions de capacité. Oui, ce sont les conditions de capacité. Et donc la capacité pourrait être définie comme étant une aptitude dont dispose quelqu'un afin de pouvoir exécuter ou bien exercer ses droits. Alors que le mineur, lui, comme il n'a pas 21 ans révolus, il y a certains actes de la vie courante qu'il ne peut pas faire. Ce qui ne veut pas dire que le mineur ne peut pas aller acheter du pain à la boutique. Ce qui ne veut pas non plus dire que le mineur ne peut pas aller acheter un bic à la boutique. Ça, il peut le faire. Mais le mineur ne peut pas conclure un contrat de travail. Il ne peut pas également effectuer un acte juridique sans le consentement ou bien sans l'autorisation de ses parents. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, il est limité. C'est pourquoi il est frappé d'incapacité. Quand on dit que quelqu'un est frappé d'incapacité, cela signifie qu'il n'a pas toutes les aptitudes pour pouvoir exercer l'activité en question ou bien pour pouvoir accomplir un acte juridique. Donc, un mineur n'a pas le droit d'exercer une activité commerciale. Il n'a pas le droit d'exercer une activité commerciale. Mais il y a deux catégories de mineurs. Nous allons en venir. Il y a le mineur, on va parler en termes d'émancipation, l'émancipation juridique en fait. Concernant le mineur, on parle de mineur émancipé et du mineur non émancipé. J'ai donné la définition du mineur tout à l'heure. Mais quand on parle d'émancipation, l'émancipation est une sorte d'autonomisation, une indépendance qu'on octroie à quelqu'un. Et ces modes, il existe plusieurs modes d'émancipation. Un mineur peut être émancipé par le mariage. Voilà, et un mineur peut être émancipé par une décision judiciaire, c'est-à-dire le juge donne l'autorisation à un mineur, sous la demande de ses parents,
de pouvoir avoir l'émancipation. Et donc, le mineur émancipé devient comme un majeur, de sorte qu'il peut accomplir des contrats, des actes juridiques, etc. D'accord. Toujours en parlant de conditions d'exercice de la profession commerciale, les conditions de capacité, vous l'avez expliqué, il y a également, vous avez parlé du cas des mineurs et des majeurs incapables, qui sont majeurs mais qui n'ont pas... Voilà. C'est la capacité mentale. Les majeurs incapables, notamment les malades mentaux, les faibles d'esprit, les prodigues, parce qu'il y a plusieurs types de majeurs incapables. Et il y a le cas de la femme mariée. Oui. Le cas de la femme mariée. En fait, en matière de droit des affaires, la femme mariée se voit assujettie à un certain régime juridique, notamment le fait qu'elle exerce une activité commerciale. Et on dit qu'une femme mariée, quand on dit la femme mariée, on parle du mariage légal, le mariage reconnu par la loi. Dans la loi. Voilà. Et donc, lorsqu'elle est mariée, elle a le droit de pouvoir exercer le commerce. Mais le mari, c'est-à-dire l'époux, peut s'opposer à l'activité commerciale de son épouse si cette activité-là va à l'encontre des intérêts de la famille. Voilà, et donc il doit justifier, en tout cas pour un conjoint qui veut s'opposer à l'activité commerciale de son épouse, il doit donner des raisons, mais véritablement des raisons solides qui pourraient amener le juge à prendre une telle décision. Et donc voilà ce qui est prévu par ces différentes dispositions portant droit commercial sur le régime de la femme mariée. Il y a également les autres cas, vous voulez parler de... Les autres cas, ce sont les cas qui touchent la moralité, c'est-à-dire généralement les incompatibilités, les interdictions et les déchéances. Quand on parle d'incompatibilité, il y a une certaine catégorie, de professions dont l'exercice ne va pas avec l'exercice de l'activité commerciale. Et cette catégorie, c'est-à-dire la liste de ces professionnels-là, est énumérée dans l'acte uniforme portant droit commercial général. On pourrait parler notamment des professionnels des collectivités publiques, des notaires, des greffiers, etc. Ces personnes qui sont énumérées dans la liste, qui sont frappées d'incompatibilité, ne doivent pas exercer le commerce directement. Mais elles peuvent utiliser les services d'un prête-nom qui pourrait leur permettre de pouvoir exercer le commerce. C'est-à-dire que ces personnes qui sont frappées d'incompatibilité peuvent utiliser une tierce personne voilà, pour l'exercice de l'activité commerciale. Directement, comme je le dis. L'activité commerciale en leur propre nom. En leur propre nom. D'accord. Voilà. Je pourrais citer, vous avez mentionné donc, les fournisseurs et le personnel des collectivités publiques et des entreprises à participation publique. Vous pouvez développer vous pouvez développer le personnel fournisseur, personnel des collectivités publiques. Quand on parle de collectivités publiques, ce sont des entreprises. C'est une sorte de démembrement de l'État. D'accord. Voilà, de sorte que quand tu es personnel de collectivité publique, notamment... on veut parler des structures étatiques. Voilà, les structures étatiques dont je voulais... On a les officiers ministériels et auxiliaires de justice. Auxiliaires de justice, notamment les huissiers de justice, aussi le greffier, le notaire, etc. Les commissaires-priseurs, agents de change, notaires, greffiers, et les experts comptables. Agréer les comptables, agréer les commissaires aux comptes et aux apports, les conseillers juridiques. Voilà, c'est la liste de personnes, en tout cas, c'est la liste de personnes qui entrent dans cette situation d'incompatibilité. Il y a également les personnes déchues et interdites. Oui, les déchus, en fait, quand on parle de déchéance, c'est le fait de retirer un pouvoir ou bien une qualité à un individu du fait qu'il se soit rendu coupable allons-y du fait qu'il se soit rendu coupable d'une infraction ou bien d'une escroquerie. On prend le cas par exemple d'un commerçant qui a été mêlé à une affaire d'escroquerie ou bien de trafic ou bien encore de fraude. Et là, quand c'est comme ça, on le déchoit de la qualité de commerçant pour une certaine période. Ça peut être 5 ans ou 10 ans. On appelle ça un jugement temporaire ou bien encore même de façon définitive.
C'est ce qu'on appelle la déchéance. Et donc, la déchéance ici peut être présentée comme une sorte de sanction. Oui. Voilà, de sanction qui est affligée à quelqu'un, notamment le commerçant. Et pendant le temps de la sanction, il n'a pas le droit d'exercer l'activité commerciale. Voilà. D'accord, d'accord. On va poursuivre tout à l'heure pour parler des obligations du commerçant. Oui. Mais avant cela, on voudrait vous proposer quelque chose de l'apprécier. Madame Diane Ziri, il y a notre deuxième rubrique qu'on appelle Yereko. Oui. Et dans Yereko, on retrouve la plupart des meilleurs humoristes de notre région, de chez nous. Et la troupe s'appelle C'est ça la même. Ils font du théâtre, de l'humour. Vous allez apprécier, c'est tout de suite. Et juste après, on revient à vous. Mesdames, Messieurs, Yereko. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pourquoi appeler là, tu ne répondis pas? Tu ne répondis pas, non? Tu n'as pas passé au radio? Hey, man. Allemand modèle à Soro. C'est ça qui. Arab là. Amina. Arab à 2000. Amina. Brako machako ala kishi. Amina Rabbi. Brako machako ala kishi. Amina Rabbi. Brako machako ala kishi. Amina. Ça c'est une très grosse doigt. Ça veut dire que Dieu n'a qu'à nous épargner de vraies choses. La religion musulmane, faut avoir le foie. Quand tu as le foie, rien ne peut te tuer. Quand tu as le foie, tu ne peux jamais eu peur de quelqu'un. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Donc ça veut dire que vous qui sommes musulmans, vous n'avez pas gardé le foie. Avec le foie, mais si bandit, tu peux les frapper. Même si tu vois le lion, tu peux manger le lion là-bas. Tu peux le dévorer en même temps. Avec le foie. Allahu Akbar. Dans le Al-Quran, à la page 17, non, page 17 ou 19, dans le Al-Quran, il est écrit La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Ça veut dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et le prophète Mohammed, son père, salut sur lui, et son envoyé. Allah. Donc vous n'avez qu'à avoir la foi, il ne faut pas vous avoir peur de quelque chose. Vous n'avez qu'à prendre la prière au sérieux. La prière musulmane, vous n'avez qu'à prendre ça au sérieux. C'est l'équipe. Yeri, bonjour tout le monde ici. Yeri, va pousser là-bas. Assois-toi ici. Soyez là. Yeri, qui est musulman ici là? Qui est musulman ici? Bon, d'abord, elle l'imam même. C'est l'imam là, il cherche. C'est lui. C'est pas l'imam là. Yeri, je suis pas mon frère. Attends, c'est quel Jah est là? Bon, comment l'imam? Il s'est trompé, c'est pas mosquée. Voilà, mon frère. Assois-toi. Non, c'est ça, il veut te dire là. Ouais. C'est pas mosquée. Ici là, c'est pas mosquée quoi? Ici là, c'est l'église. Ah bon? Il n'y a pas d'imam ici. Alléluia. Amen. Attends là, alléluia. Amen. Voilà. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. C'est bon. Asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous. Soyez morts là. Non, toi qui dis ici là, c'est pas mosquée non. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on aurait là, arrêtez ça ici. Voilà. Yeri, toi qui dis c'est pas mosquée non. Donc il peut y avoir une mosquée qui est pas là. Voilà, devant. Frère Jacob, frère Joseph. Et puis maintenant, sœur Marie, sœur Thérèse, et puis sœur Anne. Alléluia. Ça va draper, compris. Niti va là, faut à gauche. À gauche là-bas. Oui, à va draper. Vous avez une loque. D'accord. Vous allez déjà ça ici. D'accord. On va soyer là. On est voir. Alléluia. Amen. Allô. Attends, il est pas loin. Les mamans. Ton foie là, elle est où? Non. Tu n'es pas une fois tout ça, c'est le foie. Ça aussi, c'est une manière de voir le foie aussi. C'est que je peux vous dire, mosquée là va fermer ça un instant. Chacun va prier sur lui. Il faut que Dieu il est partout. Allah va tomber.
Merci beaucoup. C'était Yereko. On espère que vous avez apprécié. Merci la troupe théâtrale. C'est ça la même. On revient, mesdames, messieurs, à notre thème du jour, le statut du commerçant. Si vous venez à peine de vous asseoir devant votre poste téléviseur, mais bienvenue, vous suivez RTI Boaké. L'émission c'est Couleur de chez nous. Le statut du commerçant, c'est notre thème du jour et notre invitée, c'est Madame Diane Ziri. Elle est juriste formateur. Mais nous formons aujourd'hui. Nous formons sur le statut du commerçant. Alors, on va faire un petit récap avant de poursuivre. On a parlé des conditions, dans un premier temps même du commerçant, des conditions pour avoir la qualité de commerçant. On a également parlé de la distinction commerçant-artisan. On a aussi parlé des conditions d'exercice de la profession commercial. On va faire un petit récap avant de poursuivre. Effectivement, nous disions tout à l'heure que le commerçant pouvait se définir comme celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession. Et nous avons donné la définition d'un acte de commerce par nature, c'est-à-dire c'est une opération qui est faite de façon habituelle, de telle sorte que ça donne le caractère commercial à celui qui le fait. Et donc, en ce qui concerne cette définition-là, on pourrait dire que toute personne, la personne physique comme la personne morale, peut exercer l'activité commerciale. Et relativement aux conditions pour avoir la qualité de commerçant, nous disions tout à l'heure qu'elles étaient au nombre de 3, notamment l'accomplissement d'actes de commerce par nature. Voilà. Ensuite, la deuxième condition, l'accomplissement d'actes de commerce par nature, mais à titre professionnel. Et enfin, l'accomplissement, ou bien encore l'exercice de la profession commerciale à titre indépendant. Et lorsque nous parlions du terme indépendant, cela signifie tout simplement que l'individu qui exerce l'activité commerciale doit le faire en son propre nom. C'est-à-dire qu'il est lui-même son propre patron. Et nous avons fait la distinction tout à l'heure entre le commerçant et l'artisan. Voilà, nous avions parlé tout à l'heure des différents critères qui déterminent l'artisan. Par définition, l'artisan, c'est celui qui fait un métier qui est essentiellement manuel. C'est-à-dire, les 90% de son travail ou bien de ses produits sont faits à la main. Quand vous verrez notamment le potier ou bien le sculpteur ou bien encore le tisserand, son travail est fait à la main. Et c'est cette catégorie d'individus-là qu'on appelle artisans. Mais il y a encore un deuxième critère qui détermine la qualité d'artisan, qui est le fait que ce dernier-là ne doit pas détenir de stock important, ni utiliser du matériel sophistiqué. Voilà, c'est-à-dire il ne doit pas utiliser des outils, des machines qu'on utilise en industrie pour pouvoir fabriquer ces petits pots-là ou bien pour pouvoir fabriquer ces pagnes. Et enfin, l'artisan ne doit pas utiliser 10 employés, au-delà de 10 employés. Ce qui signifie que s'il ne rentre pas dans ces critères de détermination, il devient automatiquement un commerçant. Et il aura un régime juridique qui lui sera appliqué, notamment les obligations qui sont soumises aux commerçants. D'accord. Et enfin... on a parlé des conditions d'exercice de la profession commerciale. Les conditions d'exercice de la profession commerciale. Nous avons parlé d'une part de la capacité juridique qui est l'aptitude, le fait que quelqu'un soit capable d'exercer une activité, notamment le commerce. Voilà. Et il y a les autres conditions qui sont les incompatibilités, les interdictions et les déchéances. D'accord. On a vu les incompatibilités et également les personnes déchues et interdites. On va poursuivre, on va parler à présent des obligations du commerçant. Les obligations du commerçant. Le commerçant est assujetti à 3 types d'obligations, notamment l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier, en abrégé RCCM. Ensuite, la tenue des livres et la loyale concurrence. Voilà, ce sont ces 3 obligations que nous allons développer maintenant. Alors, on va commencer par le registre du commerce. L'immatriculation au registre du commerce et de crédit immobilier. L'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier consiste pour un individu, c'est-à-dire le commerçant, un individu qui exerce l'activité commerciale, notamment le commerçant, à aller s'inscrire dans ce registre-là. Qu'est-ce qu'on appelle le RCCM? Le RCCM est un répertoire, c'est-à-dire un répertoire où est inscrit
tous les individus qui exercent le commerce, y compris les sociétés commerciales. Et cela est une obligation pour le commerçant parce que cela permet à tout commerçant de se faire connaître officiellement et légalement par l'État, notamment par l'État ivoirien. Voilà. Et lorsque un individu qui exerce le commerce ou bien encore une entreprise qui est spécialisée dans le domaine commercial va s'enregistrer dans ce registre-là, il bénéficie de certains avantages dont ne peut pas bénéficier un commerçant de fait. On appelle commerçant de fait quelqu'un qui, bien évidemment, respecte les 3 conditions, mais qui n'est pas reconnu légalement, c'est-à-dire qui n'est pas inscrit dans ce registre-là. Et donc, voilà, il pourrait bénéficier de plusieurs avantages, notamment, je pourrais prendre le cas du renouvellement au bail. Quand on parle du bail, c'est un contrat de location qui met en relation 2 personnes, un propriétaire, le propriétaire d'un local qu'on appelle juridiquement le bailleur et le commerçant qui devient ici le locataire. Et donc, lorsque ces 2 personnes-là sont en relation juridique, le bailleur, qui est le propriétaire ici, peut par exemple donner 3 années de location, c'est-à-dire l'individu qui exerce le commerce peut utiliser le local pour exercer son activité commerciale pendant 3 ans. Et au terme de ces 3 ans, le bailleur, qui est ici le propriétaire du local, a l'obligation de renouveler le bail. Voilà un avantage que pourrait avoir un commerçant qui est immatriculé au RCCM. Mais quand on est immatriculé au RCCM, on a également un numéro d'immatriculation qui nous permet d'être reconnu en tant que commerçant. Voilà. D'accord. Donc, la première obligation du commerçant, c'est d'être d'avoir son numéro d'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier. Ensuite, il y a quoi d'autre à faire encore? Quelle autre obligation? La deuxième obligation dont on avait parlé tout à l'heure, c'est la tenue de livres de commerce. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle livre de commerce? C'est généralement de petits registres que détiennent des commerçants dans lesquels ils enregistrent les entrées et les sorties des différents produits, leurs recettes, les relations avec les différents clients. Et ces livres-là, il en existe plusieurs. On pourrait parler de livres brouillard, de livres journal, de livres inventaire, tout ça. Et en matière de tenue de livres, là, il faut signifier qu'il y a 2 catégories de livres. Les livres obligatoires, c'est-à-dire dont la tenue est obligatoire. C'est-à-dire pour ce genre de livres-là, le commerçant est obligé de les avoir. Et ce sont le livre journal où le commerçant enregistre par jour ses entrées et ses sorties, ou bien encore les différents paiements et les ventes, les achats qu'il a opérés. En plus de ce livre journal, il y a le livre inventaire, voilà, qui permet aux commerçants, comme son nom l'indique, de faire l'inventaire de ses différents produits. Et enfin, le grand livre, dans lequel il fait le compte, une sorte de bilan de ses recettes ou bien de son activité commerciale. Et voici ces 3 livres-là qui sont obligatoires. C'est-à-dire le commerçant est obligé de tenir ces livres-là. Voilà. D'accord. Alors, avant de poursuivre même et de parler de s'il y a des livres obligatoires, c'est qu'il y en a qui sont facultatifs. Oui, bien sûr. Donc, avant d'arriver à ces livres-là, on va revenir un peu sur le registre de commerce et de crédit immobilier. Et des livres obligatoires pour des commerçants qui ne respectent pas cela. Qu'est-ce qui se passe pour un commerçant qui n'a pas de registre qui n'est pas immatriculé? Pour un commerçant qui n'est pas immatriculé au RCCM, il ne bénéficiera pas tout simplement des avantages qui sont reconnus à celui qui est immatriculé au RCCM. Voilà. En fait, l'immatriculation est une obligation. Mais le fait de ne pas être immatriculé également n'entraîne pas des sanctions. Voilà, c'est juste... que vous n'allez pas bénéficier des avantages. Voilà, c'est juste le fait que ce dernier-là ne bénéficie pas des avantages dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, et même il y a également des marchés. Et quand tu n'es pas reconnu en tant que commerçant officiel, il y a des marchés, c'est-à-dire des appels d'offres ou bien des opportunités de marché que tu pourrais
dont que tu pourrais rater. Voilà. D'accord. Et au niveau des livres obligatoires, un commerçant qui n'a pas tout ce qui n'a pas le livre journal, le livre inventaire, le grand livre, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pratiquement la même chose, la même situation. S'il y a contrôle, tout ça, S'il y a contrôle, voilà, s'il y a contrôle du ministère chargé de cette activité, c'est-à-dire le ministère du Commerce, il sera peut-être sanctionné ou bien amené, rappelé à l'ordre pour lui demander de pouvoir respecter cette obligation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de sanction en tant que telle. C'est ce que prévoit l'acte uniforme et donc c'est une obligation qui est soumise à tout commerçant. Et donc voilà. Et si jamais il y a un contrôle des membres du ministère du Commerce, on pourra simplement le ramener à l'ordre, lui demandant de pouvoir tenir ces livres qui sont véritablement obligatoires. Et s'il y a une opportunité, il pourra la manquer tout simplement, le commerçant. Oui, il pourra manquer l'opportunité en question. Voilà. D'accord. Donc, nous parlions à l'instant des livres obligatoires. Nous allons parler des livres facultatifs. Oui, les livres facultatifs, notamment les livres de caisse. Bon, quand on dit caisse, comme son nom l'indique, qui enregistre tous les paiements et des faits ou bien des reçus. Le livre des effets, qui enregistre les effets de commerce ou à payer ou à recevoir encore certains avantages. Et enfin, le livre brouillard, ou bien le livre contient, appelé couramment, livre main courante. Voilà. Et ce livre enregistre séance tenante, c'est-à-dire pendant que le commerçant est en relation d'achat avec le client, c'est ce livre-là, c'est le livre dans lequel il enregistre automatiquement l'achat qui a été fait. C'est ce qu'on appelle le livre brouillard ou bien encore main courante. Mais ces livres-là sont facultatifs. Ceux qu'on doit tenir véritablement, ce sont ceux qu'on a cités plus haut. Le livre journal, voilà. Le livre inventaire et le grand livre. Et le grand livre. Le grand livre. Il y a également, au titre des obligations du commerçant, l'obligation de loyale concurrence. Ah oui, la loyale concurrence. Vous savez qu'en matière d'activité commerciale, c'est la concurrence. Oui. Et donc, on ne doit pas interdire la concurrence. De sorte qu'il faut faire la concurrence, mais de façon loyale. Quand on parle de loyale concurrence, c'est le fait de respecter l'activité commerciale de l'autre. Voilà. Et donc, dans un premier temps, oui. Vous dites qu'il y a l'atteinte au non commercial ou à la raison sociale. Oui. L'atteinte, les manifestations, en fait, ce sont les différentes manifestations de la concurrence déloyale. Voilà, tout à l'heure, je parlais du fait que la concurrence doit être loyale, c'est-à-dire dans le respect des normes de l'activité commerciale ou bien des normes qui sont prévues en la matière. Mais lorsqu'il y a des manifestations qui vont à l'encontre de ces lois-là, on parle de concurrence déloyale. Et les différentes manifestations de cette concurrence déloyale sont notamment l'atteinte au non commercial ou bien encore à la raison sociale. Le non commercial, c'est tout simplement le nom que peut porter un commerçant. Je pourrais prendre un exemple. Chez Romaric, c'est écrit en grand caractère chez Romaric ou bien chez Adassa, si on veut, etc. C'est ce nom-là qu'on appelle le non commercial. Et donc, quand on parle d'une atteinte, c'est le fait qu'une autre personne peut utiliser ce même nom en vue d'attirer la clientèle de ce dernier-là. Voilà, c'est cette manifestation-là qu'on appelle l'atteinte au non commercial. En parlant toujours de manifestation de la concurrence déloyale, il y a l'atteinte à l'enseigne. Oui, l'atteinte à l'enseigne. L'enseigne, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enseigne est composée du nom commercial et de l'emblème de la structure. On parlerait, c'est spécialement dans le cas des sociétés commerciales. Il y a le nom commercial et l'emblème. C'est l'ensemble-là qui forme l'enseigne. Et donc, s'il y a atteinte à l'enseigne, cela sous-entend qu'une autre personne aurait utilisé le même emblème que ce dernier-là, dans le but tout simplement d'attirer la clientèle, pour pouvoir retirer la clientèle de l'autre commerçant. Et, voilà. Et là, c'est interdit. Déloyale, c'est interdit. Ce sont ces différentes manifestations-là qu'on appelle la concurrence déloyale. D'accord. Il y a également l'action en concurrence déloyale, on va en parler, et la protection conventionnelle. Oui.
Voilà. En fait, ici, l'action en concurrence déloyale, c'est une sorte de protection que prévoit le droit par rapport à un individu qui est victime d'une concurrence déloyale. Ce dernier-là peut intenter une action pour dénigrement ou bien pour atteinte au non commercial. Voilà, c'est cette action-là qu'on appelle l'action en concurrence déloyale. Et donc, le tribunal qui est compétent à la matière, c'est le tribunal de commerce. Notons à ce niveau que avant 2012, il n'existait pas de tribunal de commerce, ou bien 2 tribunaux de commerce en Côte d'Ivoire. De sorte que lorsqu'il y avait litige entre un commerçant et un client, ou bien litige entre 2 commerçants, ces 2 personnes-là partaient, intentaient une action dans les tribunaux ordinaires, notamment les TPI, les tribunaux de première instance, les cours d'appel et les cours suprêmes en dernier ressort. Mais depuis 2012, l'État ivoirien a donné l'opportunité et la possibilité à tout commerçant d'aller intenter une action dans un tribunal spécialisé qu'on appelle le tribunal de commerce. Et là, tout commerçant peut aller intenter une action en termes d'atteinte au non commercial, ou bien en termes de dénigrement, ou bien encore en termes de désorganisation interne de l'entreprise. C'est une sorte de protection qu'on donne aux commerçants en vue de respecter ses droits. D'accord. Voilà. Alors, on a pratiquement terminé, mais je crois qu'au titre des obligations, il y a l'acte citoyen qui nous demande de payer ses impôts. Oui. Oui. Donc, le commerçant obligation, n'est-ce pas? Oui, oui. Cela fait partie, même si ce n'est pas mentionné dans ce qu'on a ici, oui. Cela fait partie des obligations du commerçant. Et c'est cet aspect-là même qui décourage certaines personnes à ne pas aller s'immatriculer au RCCM. Parce qu'elles se disent qu'en qualité de commerçants, si elles sont immatriculées au RCCM, elles se verront assujetties à de lourds impôts, alors que ce n'est pas le cas. Même quand ça fait partie des obligations du commerçant, on doit, le commerçant il a l'obligation de le faire. Et ne doit pas être découragé par le fait que ces impôts-là sont vraiment lourds. Ça fait partie de la citoyenneté, comme on pourrait le dire. Bien sûr, on aura l'occasion d'en parler, mais on a pratiquement terminé. Madame Diane Ziri, qu'est-ce qu'on doit véritablement retenir de notre entretien sur le statut du commerçant? Ce qu'on peut retenir sur cette notion, c'est que le commerçant, voilà, contrairement à ce que penseraient beaucoup de personnes dans la population, dans la région de Gbeke, ou bien encore à toute personne, c'est que le commerçant peut être, et j'aime le dire, peut être une personne physique ou morale. Voilà, en termes de personnes, en termes d'individus et également en termes de société commerciale ou bien d'entreprise. Il existe des cas, des conditions pour avoir la qualité de commerçant, parce qu'on n'attribue pas la qualité de commerçant à tout le monde comme ça, sans respect des différentes conditions qui sont énumérées dans l'acte uniforme portant droit commercial général. Et il y a un élément essentiel qu'il faut préciser. Il y a des dénominations qui sont proches, ou bien des professions qui sont proches du commerçant, notamment l'artisan, l'entrepreneur, etc. Et il faut savoir qu'un commerçant n'est pas un artisan, un commerçant n'est non plus pas un entrepreneur. Voilà, un entrepreneur. Non, un entrepreneur. Voilà, d'accord. Et enfin, le commerçant est soumis à des obligations d'immatriculation, des obligations de tenue de livre et des obligations de loyale concurrence. Ce que j'aimerais en tout cas exhorter l'ensemble des commerçants de Bouaké, puisqu'on sait que la région de Gbeke est une ville commerciale. J'aimerais exhorter l'ensemble des commerçants vivant dans la localité de Bouaké à aller s'immatriculer. Parce que dans cette immatriculation-là, il y a beaucoup d'avantages qu'on pourrait avoir. Voilà. Et ils ne doivent pas avoir peur des frais d'immatriculation et non pas encore avoir peur du fait qu'il y a des impôts auxquels on est assujetti, mais partir dans le but de se faire des avantages. Exactement. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'ils ont énormément appris avec vous en ce qui concerne ce sujet. Merci Madame Diane Ziri. Je rappelle que vous êtes juriste formateur. Oui. On aura beaucoup de bonheur à vous retrouver pour un autre numéro de Couleurs de Chenou. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Vous également, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Et pour ceux ou celles qui veulent participer à l'émission Couleurs de Chenou, vous avez un sujet intéressant. On serait très content de vous retrouver. Vous nous écrivez à l'adresse électronique couleurdeschenou@yahoo.fr ou vous nous appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Chris Larsen a réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe de production. Merci à vous pour votre fidélité et votre aimable attention. Je suis Estelle Adassa et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Couleurs de Chenou. À très vite. Ma et maman mienne, ma et maman mienne, c'est maman mienne anti soudan ma et maman mienne, c'est maman mienne anti soudan Bekoto mieibo, bekoto mieibo, memeni, bekombuni, bengba blaunino, babwa bekbengbe, sakpa, iligedan, bekoto mieibo, betu beklebe ilo, bela bekoto mieibo, miena ni mama l'enfata, anya ye il'enfata. C'est maman mien anti soudan ma et maman mien yo c'est maman mien anti soudan